Bonjour les amis cinéphiles, aujourd'hui je voulais parler d'un film récent, le film Mickey 17 de Bong Joon-ho, sorti en 2025, qui à la base devait sortir en 2024, mais il a été décalé d'un an. On a eu le trailer d'ailleurs en 2024, on a dû attendre un an pour le voir, et c'est un film qui a été assez mal reçu par la public et par la critique. Et c'est vrai que moi j'ai un peu du mal à comprendre parce que c'est un film que j'ai beaucoup aimé, et j'ai même préféré ce film à Parasite, qui était sorti en 2019, qui avait été un énorme succès. Et je voulais revenir vraiment sur ce film dystopique que je trouve assez passionnant et que je trouve moins binaire que Parasite, qui m'avait un petit peu gêné à l'époque, enfin même beaucoup gêné, parce que je trouvais que il filmait toujours les riches de manière caricaturale et les pauvres de manière plutôt charismatique, même s'ils étaient antipathiques. Et on voyait que sa caméra avait toujours une préférence quand même pour les personnages principaux, et qu'il donnait rarement sa chance aux personnages des riches, qui étaient souvent assez ridicules. On avait la mère de famille qui était toujours insupportable, le père de famille qui était un connard, on avait la fille qui était juste le love interest du héros, enfin du fils, et puis on avait le jeune enfant qui était uniquement caractérisé que par son traumatisme, et ça m'avait un peu énervé. Et paradoxalement à ça, j'ai beaucoup aimé Mickey 17, qui s'est fait vraiment mais rejeté en boucle. Moi je trouve que le film est vraiment passionnant, et pour moi je pense que Bong Joon-ho ne signe pas seulement un film de science-fiction. Pour moi il livre une espèce d'autopsie métaphysique du capitalisme, on pourrait dire tardif, où en gros la figure de l'expandable devient le point de convergence d'une trilogie de l'aliénation. Enfin, je me suis fait cette réflexion, ça s'inscrit dans une trilogie qui commencerait par Okja, qui serait une sorte de fable sur l'hypocrisie libérale et la marchandisation absolue du vivant. Et puis après, on aurait dans ce même univers Mickey 17, qui serait au milieu de la trilogie, qui représenterait plutôt l'expansion galactique, où l'humain exporte sa bureaucratie dans l'espace pour recycler l'individu à l'infini. Ce sera la version radicale de Okja, quoi, de la marchandisation de l'individu. Et puis on aurait évidemment la fin post-apocalyptique de Snowpiercer, qui serait le confinement terminal dans un train monde dévorant ses propres enfants. Et je trouve que Mickey 17 est passionnant parce que on pourrait dire que dans cet entre-deux galactique, l'espace est un peu une espèce de gouvernement Trump exporté dans les étoiles, euh, où on pourrait dire au sein de ce dispositif, le personnage de Mickey devient une espèce d'icône en fait. Et d'ailleurs, je trouve ça génial d'avoir utilisé le personnage de Norbert Pattinson, qui a ce jeu naturellement blasé. Et pour moi, tout de suite, ça m'évoque un peu cette idée de, de- du messie zen au milieu d'un univers qui le dépasse et qui, d'une certaine manière, euh, transcende, on pourrait dire, les chapelles par sa pure lassitude. Cette idée de messie blasé qu'on avait déjà avec Neo dans Matrix, et j'aime beaucoup cette idée-là. Et je pense que Mickey 17 est une sorte de martyr, en fait, qui, on pourrait dire, suite à la mort de sa mère, il s'ordonne lui-même cette vie de jetable comme une punition presque, une autoflagellation. On pourrait dire quand même sa participation au programme n'est pas vraiment un choix économique, mais pour lui vraiment, ouais, une autoflagellation existentielle. Il devient, on pourrait dire, ouais, l'anomalie systémique comme Neo, qui, à force d'être réimprimé dans Mickey 17, finit par ne plus jouer le jeu. Tout de suite, on a cette idée aussi ouais, de films presque syndicalistes, hein, qui critiquent l'utilisation des ouvriers comme des pièces jetables. Ça, bon, ça c'est du pur Miyazaki, mais j'aime beaucoup cette idée surtout presque religieuse et chrétienne, parce qu'il faut savoir que Bong Joon-ho a une éducation chrétienne. Il y a quelque chose de très intelligent. On va retrouver aussi encore l'iconographie de la Pietà, on va retrouver beaucoup de symboles très intéressants. Et je pense que pour moi, cette dimension christique est ancrée en vrai dans une espèce d'iconographie ouais, très chrétienne, où on pourrait dire le corps résiste à l'effacement. Il y a cette scène au début, quand il l'imprime pour la première fois, où elle lui perce un bouton. Et c'est très intéressant parce qu'il y a quelque chose presque on pourrait dire presque d'eugéniste. Ce bouton percé, comme au début du film, on pourrait dire s'impose comme une espèce d'aspérité indomptable que l'eugénisme échoue à contrôler en fait.
l'eugénisme veut tout contrôler et ce bouton leur fait peur et c'est déjà une forme des révolutions cutanées que j'aime beaucoup et je trouve que le film est très fin sur ces petits détails-là et on a vraiment ce personnage de Mark Ruffalo qui est une sorte de Trump, bon peut-être pas très subtil mais qui a peur de cette anomalie qui est représentée par le bouton où l'impression biologique devait être en fait un lissage parfait parce que quand il le réimprime pour la première fois, il lui dit si on garde ce bouton, il sera réimprimé à chaque fois et quelque chose de très beau sur la pureté, sur l'eugénisme, sur la purification et en même temps sur la rébellion du corps. Il faut garder les aspérités et j'ai trouvé que ça c'était très intéressant et j'ai trouvé personne qui en a parlé en commentaire. Après, je trouve que on pourrait dire aussi ce bouton, il revient sous plusieurs formes dans le film, parce qu'on a le bouton sur lequel le personnage de Mickey 17 a appuyé et a tué sa mère. On a cette tache rouge à la fin du film. On a toutes des symboles et des formes de ronds qui reviennent dans l'histoire, que j'ai du mal à analyser, mais que j'ai trouvé très intéressant. Puis après, on a vraiment, on pourrait dire que on a toute cette iconographie qui, pour moi, atteint, on pourrait dire, une sorte de radicalité, de paroxysme philosophique, où, dans la scène où, dans l'incubateur, où le personnage, l'actrice noire, je ne sais plus comment elle s'appelle, là, qui recueille le personnage de Robert Pattinson dans une position qui rappelle énormément la Pietà. Il y a quelque chose de très beau, j'ai trouvé. On a vraiment cette fin aussi qui est très intéressante parce que on a cette scène de rêve qui permet en fait au film de ne pas redémarrer sur une autre intrigue, mais de laisser un doute planer, parce que pendant tout le film, en fait, on se demande, moi je me suis demandé, mais comment ça se fait que les puissants qui ont accès à cette technologie de réimpression ne se réimpriment pas eux-mêmes. D'une certaine manière, ils pourraient être immortels. Et du coup, la scène de fin avec ce rêve est très maligne parce qu'elle permet de poser ce doute-là sans démarrer une autre intrigue, tout en étant une pure scène de cauchemar, une scène de probabilité très intéressante et qui rejoue la scène de la tache rouge dans la main de Toni Collette, qui est la référence au bouton sur lequel Mickey a appuyé et qui a tué sa mère, et pour lequel Mickey va passer son temps à se punir. Donc quelque chose de très intéressant, mais aussi on a vraiment des rimes visuelles, comme par exemple le chapeau de Mickey 17 qui rappelle énormément celui de Nausicaa de la vallée du vent de Miyazaki, et on sait que Bong Joon-ho est un grand fan de Miyazaki. Déjà dans Okja, il y avait déjà des références visuelles à Totoro, mais c'est quelque chose, voilà, on pourrait dire que Nausicaa comme Mickey 17 sont deux formes de rébellion systémique euh, dans un milieu, on pourrait dire, euh, de presque. Dans Nausicaa, c'était plus un univers post-apocalyptique, mais dans Mickey 17, c'est un univers dystopique, mais il y a vraiment quelque chose qui se rejoint comme ça, qui est très intéressant et que moi j'ai pas beaucoup entendu et qui pour moi me passionne sur cette rébellion aussi qu'on avait aussi dans Snowpiercer, hein, les pauvres qui remontaient le train et avec cette scène du poisson qui représentait le saumon qui ne peut pas remonter la rivière pour se transformer en dragon, parce que dans la scène on avait le gang des haches et ce poisson qui était découpé devant eux. Il y avait une symbolique très très forte qui reliait cette mythologie-là et asiatique à la mythologie chrétienne, parce qu'on pense aussi au poisson, qui est la première forme de signe chrétien à l'époque, quand les premiers catholiques se cachaient pour pas montrer leur religion. Leur premier signe avant la croix, c'était le poisson. Donc il y a quelque chose qui rejoint de manière très maligne, que je trouve très intéressant. Et je trouve que Mickey 17 vraiment est très puissant. Et j'aime beaucoup comme ce film, à la base, je pense, était conçu pour, d'une certaine manière, euh, prévenir ou plutôt avertir une potentielle réélection de Trump en 2024. Et du coup, comme le film est sorti un an après, il est devenu un peu obsolète malheureusement parce qu'il est sorti après la réélection, donc c'est un peu tombé à plat. Mais je pense que le film, c'était vraiment ça, c'était ce fascisme qui se réimprime à l'infini, c'est Trump qui peut revenir au pouvoir, et c'est exactement ce qui s'est passé, et c'est super intéressant. Et voilà, après je trouve que c'est un film qui visuellement est très intéressant,
qui casse les genres comme l'a toujours fait le cinéma de Bong Joon-ho. Snowpiercer, à chaque wagon, on changeait pratiquement de genre de film. Mais là, ce qui est super intéressant, c'est qu'on commence comme dans un die and try, donc ce truc un peu à la Edge of Tomorrow ou Un jour sans fin, avec un personnage qui va revivre plusieurs fois des moments. Mais en fait, le film ne s'intéresse pas du tout à ça. Et c'est vraiment dans l'introduction qu'on a ce concept du die and try. Et après, le film part vraiment dans autre chose, complètement autre chose, quand les deux clones vont vivre côte à côte. C'est un peu comme si Un jour sans fin de Harold Ramis devenait soudainement Multiplicity de ce même Harold Ramis. Vous savez, ce film avec Michael Keaton, avec ses doubles. C'est très intéressant parce que le film ne va jamais là où on l'attend. Il commence comme un die and retry, il finit dans une espèce de satire politique. On a un film d'extraterrestre qui presque le fait vriller dans un film de space opéra pour finir dans un espèce d'anti-Blade Runner, parce que aussi ce qui je trouvais très intéressant, c'est que le film montre enfin ce qui se passe dans ces fameuses colonies de l'espace dont on entend souvent vanter les mérites dans un film comme Blade Runner, où souvenez-vous, on a cette publicité géante dans le ciel de Los Angeles qui dit allez dans les colonies de l'espace, quittez la Terre, vivez l'aventure, la Terre c'est devenu le purgatoire. Et j'aime beaucoup en fait que le film de Bong Joon-ho de certaine manière montre le revers de ces colonies de l'espace, et qu'en fait finalement ces colonies de l'espace, cette promesse d'ailleurs, c'est finalement que un gouvernement Trump dans les étoiles. Et ça c'est quelque chose que je trouve très intéressant, qu'on voyait un peu de certaine manière dans des films comme Starship Troopers. Et d'ailleurs, le film de Bong Joon-ho rend beaucoup d'hommages aussi d'une certaine manière au cinéma de Verhoeven. Hein. On pense à la trilogie dystopique de Verhoeven, Robocop, Total Recall et Starship Troopers, qui atteint une forme presque de satire politique extrême, comme la trilogie de Bong Joon-ho, donc comme je disais, Okja, Mickey 17 et Snowpiercer, qui forment une espèce de trilogie dystopique très intéressante. Mais on a aussi évidemment du Terry Gilliam, on pense à Brésil, on pense à tout ça. Et puis j'ai même pas cité aussi ces espèces de créatures géantes, ces espèces de cloportes qui rappellent les Onu de Nausicaa pour rappeler un autre rappel visuel au cinéma de Miyazaki. Mais voilà, c'est un film que je trouve très intéressant et qui a été un peu balayé d'un revers de la main de manière un peu injuste, et que je trouve d'une richesse thématique absolue, qui est un peu bordélique, mais comme l'a toujours été le cinéma d'une certaine manière de Bong Joon-ho, qui rejoint plein de ces thématiques, qui vraiment est un film dystopique très intéressant. Moi, je me rappellerai toujours de ce film comme le film qui craignait la réélection de Trump. Quoi. C'est vraiment cette idée-là que je trouve très intéressante, qui d'une certaine manière a encapsulé un moment entre 2024 et 2025 que je trouve assez intéressant et que je trouve n'a pas été analysé. Après, voilà, on pourrait parler de plein de choses. Le vertige philosophique du film, à un moment donné, la scène de l'incinérateur où Mickey 18 essaie de tuer Mickey 17, et Mickey 17 en fait lui dit, je ne sais plus exactement comment ça se passe, mais lui dit que même s'il a commencé à vivre depuis 10 minutes, s'il le tue et qu'il ne réimprime pas derrière un autre individu, bah, sa propre vie à lui sera obsolète et sera oubliée, et même si j'ai vécu que 10 minutes de plus ou de moins que toi, bah, ma propre vie compte, et elle est digne d'intérêt. Et c'est très intéressant parce qu'on a vraiment ce discours sur la parité entre ces créatures qui sont des centaines, mais donc chaque vie compte, et qui demande d'ailleurs une égalité, une espèce de justice égalitaire à la fin en rééquilibrant les comptes. Il y a quelque chose de très intéressant, de très miyazakien, que je trouve extrêmement puissant, où chaque individu compte, et c'est presque très marxiste, et j'aime beaucoup cette idée-là. Et dans Mickey 17, voilà, on a vraiment ça devient presque philosophique. C'est une sorte de satire qui varie dans la philosophie et qui brouille un peu les pistes. Et j'adore ouais, cette scène de fin avec les créatures, sur la communication, sur la compréhension de l'être, sur la compréhension du monde qui nous entoure. Sur, aussi, on pourrait même presque dire que ce personnage de Mark Ruffalo, est-ce que lui-même n'est pas d'une certaine manière comment dire, manipulé par quelque chose de plus grand, parce qu'à la fin, il a cette scène presque assez belle où, juste avant qu'il se fasse exploser par le personnage de Mickey 18, qui se sacrifie et qui, d'une certaine manière, rééquilibre les comptes dans chaque camp, le personnage de Mark Ruffalo lui dit « Mais toi aussi, tu comptes ». Alors, est-ce qu'il lui dit ça pour le convaincre, ou alors est-ce qu'il y a vraiment quelque chose en lui, un éclair, en fait, avant de mourir, d'humanité? Est-ce que finalement, il n'est pas
manipulé par sa femme aussi, qui a l'air de Toni Collette, le personnage qui a l'air d'être encore plus horrible, qui utilise les queues des Zenous pour faire des filtres, des soupes assez horribles. Enfin, il y a d'une espèce de cruauté aussi. Il y a plein de choses à dire. Le fait que les Zonous s'introduisent dans le vaisseau parce qu'ils ont exporté une pierre qui est un monolithe, qui pourrait presque faire penser au monolithe de 2001, mais au lieu d'amener le savoir, ça amène la vie. Et d'une certaine manière, eux, ils veulent pas de vie parasite dans leur vaisseau. Et c'est très intéressant. D'ailleurs, ce monolithe, il sert à la base, ils veulent marquer les noms des ouvriers qui se sont tués à la tâche, comme pour créer une espèce d'illusion, de dommage aux ouvriers qui se sont battus, mais c'est une espèce de leurre comme ça. Comme la scène aussi, Mark Ruffalo va inviter le personnage de Mickey 17 pour lui offrir un repas, pour mettre en scène une espèce de repas, comment dire, publicitaire pour montrer qu'il est bon, mais en fait, il faut juste se servir de cette scène pour lui faire goûter un steak pour savoir s'il n'est pas empoisonné. Donc jusqu'au bout, ils se servent de lui. Mais voilà, il y a quelque chose de très intéressant. Moi, je trouve que c'est un des meilleurs rôles de Robert Pattinson. Je trouve que la mise en scène est très belle. J'aime beaucoup comment ça glisse, ouais, de la dystopie à la satire, du die and retry, au film de science-fiction, presque au space opéra et à la comédie. Et ce chamboulement de genre typique du cinéma de Bong Joon-ho. Et ça fait vraiment un film que je trouve très, très intéressant et très sous-coté, très incompris. Je ne sais pas s'il deviendra culte par la suite. Je pense qu'il va être un peu oublié malheureusement, comme un film un peu mineur de Bong Joon-ho. Mais voilà, je voulais vraiment revenir sur ce film parce que moi je le trouve beaucoup plus riche que Parasite, un peu moins binaire. Parasite, je trouve qu'il y a quand même un côté un peu démonstratif sur la symbolique du haut et du bas qui m'a moins touché. C'est un très bon film, mais on l'a beaucoup suranalysé, je pense, et je trouve que Mickey 17, on l'a pas assez analysé. Et voilà, je pense que j'ai à peu près dit tout ce que je voulais dire sur ce film. Si vous l'avez pas vu, essayez de lui donner une chance. Si vous l'avez pas aimé, essayez de lui redonner une chance aussi. Je pense que c'est un film qui est beaucoup plus riche, qui est peut-être pas parfait, qui a été réécrit, qui a été décalé, qui a été, je pense, coupé au montage. Il y a des problèmes aussi de personnages qui sont peut-être sous-exploités, d'arcs narratifs qui sont peut-être pas aboutis. Après, faut pas s'attendre, c'est pas un film d'action. C'est un film un peu inclassable, hein, comme une satire, quoi. Et donc voilà, je pense que j'ai à peu près dit tout ce que je voulais dire sur ce film. Encore une fois, je vous intime d'aller au cinéma, de discuter des films entre vous. Je pense que j'ai à peu près dit tout ce que je voulais dire sur ce film. Et je vous dis à plus pour une autre vidéo. À plus!